Il est 6 heures du matin. Et la brume commence à se dissiper sur le rocher de Hongrie. Alors on va regarder où on va aller. Voilà. L'historien David Chanteran et le pilote Jean Cosnard s'apprêtent à partir pour un vol exceptionnel. Le rond là. Découvrir depuis les airs le second tronçon de la route Napoléon, depuis Sisteron jusqu'à Grenoble. C'est la première fois que je vais voir la route Napoléon sur un autre point de vue. D'habitude, je le fais tout le temps, soit à pied, soit en voiture. Ça va être une vision complètement différente et surtout, non seulement de s'être survolé, mais c'est aussi de comprendre tout ce qui s'est passé, de voir les différents lieux et de voir aussi surtout le paysage, le vallonnement, les cols qu'ils ont empruntés. Donc c'est extraordinaire. C'est parti. Décolle. David et Jean vont survoler pendant 3 heures les lieux les plus marquants de l'épopée napoléonienne. Sisteron, on est au bout à gauche, là. Ouais. Chez moi, en bas, là. Là, la maison, là? Ouais. Ah ouais, t'es juste à côté. Ouais. Jean Cosnard vit ici depuis 32 ans. Il est habitué à tutoyer les sommets des Alpes. On voit la montagne de Céus, qui est une montagne très connue par ici. Les grimpeurs la connaissent très bien parce qu'il y a des falaises extraordinaires qui sont très bien équipées. Longer la montagne comme ça, c'est exceptionnel. On peut l'allonger plus près encore si on veut. Ah ouais, c'est bon, ça va. Ah, c'est excellent. Extraordinaire. Au détour de chaque sommet, la route Napoléon se déploie dans ce décor majestueux. Moi je me dis qu'on a beaucoup de chance de vivre ici. C'est grandiose, c'est magique, c'est jamais pareil, il n'y a jamais la même lumière. C'est un coin absolument fantastique ici. Pour nous, on a un paysage vraiment de rêve. Il faut imaginer ce qu'ont pu endurer ces hommes, parce que finalement, c'est une aventure terrible. Et ils s'imaginent que la mort est au rendez-vous. Mais ils partent pour apporter le pouvoir pour cet homme qui les a emmenés sur des conquêtes formidables. Partis de Méditerranée, Napoléon et son millier d'hommes ont atteint Sisteron à marche forcée en 5 jours seulement. Au-delà de cette cité, un autre voyage les attend. Cette seconde partie de route, en direction de Grenoble, sera difficile, car un adversaire de taille se dresse devant eux. Les hauts sommets des Alpes. Jusqu'à présent, on était, on va dire, dans la plaine, c'était des petites montagnes. Et là, quand on commence à voir le pic de Bure, ce rocher très très imposant, plus la barrière enneigée des écrins derrière, là, ils vont rentrer dans le concret, si je puis dire. Là, quand on voit ce mur qui est devant nous, ce mur de montagne, c'est très impressionnant. Ce qui est incroyable, c'est d'imaginer que ces hommes qui avaient jamais vu justement un paysage comme celui-ci qui venait de l'île d'Elbe ont dû avoir très très peur. Parce que franchement, non seulement il y a le caractère naturel qui est impressionnant, mais surtout, ils ne s'imaginent pas du tout ce qui va être de l'autre côté, avec des adversaires qui les attendent de pied ferme. Emprunter la route des Alpes, c'est une épreuve de force. Mais Napoléon sait que 2000 ans avant lui, un autre conquérant a réussi cet exploit. Hannibal, le général carthaginois. En 300 avant notre ère, avec 30 000 hommes, 15 000 chevaux et une trentaine d'éléphants, il est venu à bout des grands cols alpins.
L'objectif de Napoléon, comme celui d'Hannibal d'ailleurs, c'était de contourner leurs adversaires et de les retrouver à un endroit où aucun justement de ses adversaires ne pouvait les attendre, c'est-à-dire aux endroits les plus difficiles à traverser. Et Napoléon reprend exactement la même idée et il se dit que si c'est possible avec des éléphants, eh bien finalement c'est possible aussi avec des hommes et avec des chevaux. David Chanteran et Jean Cosnard remontent à présent le cours de la Durance. Une rivière réputée tumultueuse, qui a pourtant guidé les pas de Napoléon. Napoléon va choisir la difficulté en suivant la Durance. Il faut imaginer que pour eux ça devait être très très compliqué parce que on était en plein hiver et surtout il y avait énormément de ravinements, de pluie environnante. La Durance aujourd'hui a été très assagie. Et avant c'était une rivière très impétueuse, sujette à beaucoup de changements en fonction des précipitations locales. C'est-à-dire que quelques orages en haute montagne pouvaient faire des inondations beaucoup plus bas. Et la rivière prenait toute sa largeur. Par endroits, elle faisait 1 kilomètre de large, en ayant emporté quelques petites maisons par-ci par-là quand même. Dans cette plaine, depuis toujours, les hommes se protègent donc des eaux et construisent sur des promontoires. Sous les ailes de David et Jean, les villages perchés se succèdent, comme Thèse ou encore Ventavon. On vient de passer le village de la Sauce et on arrive bientôt au village de Tallard où il y a un ancien château. On va passer à côté. Dans ce château fort accroché à la falaise, les hommes de Napoléon auraient fait une halte lors de leur passage. David et Jean, eux, continuent leur chemin pour atteindre une étape décisive pour l'empereur. On a quitté la vallée de la Durance. La Durance part vers l'est, vers le barrage de Charfonçon, vers la vallée du Bail. Et nous, on part vers le nord. On a Gap à notre gauche, là. Au cœur de ce haut plateau, à 750 mètres d'altitude, la route croise la ville de Gap. Ici, le cours de l'épopée napoléonienne connaît un nouveau rebondissement. Le préfet des Hautes-Alpes, fidèle à Louis XVIII, émet un arrêté qui demande à la population de stopper Napoléon. Il veut l'incarcérer. Cet appel au peuple reste vain. Quand Napoléon pénètre dans la ville, une population en liesse l'accueille. Le préfet doit prendre la fuite. Lorsque Napoléon arrive ici, il est 10h, le 5 mars 1815, et il est acclamé par les habitants. C'est la première fois. Les gens sont aux fenêtres, ils l'acclament, ils lui crient « Vive l'empereur ». Alors là, ça y est, ça lui change vraiment d'ambiance. Auparavant, c'était des accueils un peu mitigés. Et là, donc, les tambours avec les habitants sont de conserve et tout le monde bat le rappel, chante vraiment. C'est l'allégresse, vraiment, qui s'empare de tous les habitants et des soldats. C'est vraiment un moment très important. C'est un tournant dans cette route qui va le conduire vers Grenoble. Aujourd'hui encore, sur les murs de la ville, des fresques rappellent l'accueil chaleureux réservé par les Gapençais. À partir de Gap, chez Napoléon, tout change. Son attitude, sa façon de voir. Et d'ailleurs, symbole fort, il va laisser à ses soldats quartier libre. Il en profite aussi pour rencontrer les autorités et il entre véritablement en campagne électorale parce que son idée, c'est de reprendre le pouvoir à Paris et maintenant c'est possible. Un lien particulier unit dès lors la ville au Bonaparte. Cet édifice, en pleine Renaissance, en témoigne. C'est la cathédrale Saint-Arnoux. Financé par Napoléon III, le petit-neveu de l'empereur, son chantier commence en 1865. Il durera 40 ans. C'est l'une des dernières cathédrales consacrées en France. Comme au Moyen-Âge, ces murs sont bâtis en pierre de taille.
Sa flèche s'élève à 68 mètres au-dessus du sol. Les meilleurs ouvriers se relaient pour ériger ce joyau architectural. Ce monument possède un style original, un savant mélange de pierres de différentes couleurs. On voit dans ces élévations un jeu de polychromie avec des pierres tout à fait différentes, qui sont pour certaines des pierres locales, comme la pierre de Guillestre, qui est un marbre, en fait, un marbre qui est extrait, comme son nom l'indique, sur la commune de Guillestre. On a des calcaires froids, des calcaires blancs, et puis on a des granites comme ça qui viennent pour certains du Languedoc, d'autres viennent d'Italie. Voilà, on a plus de 40 pierres utilisées dans le monument, ce qui est quand même assez incroyable. Cette polychromie, c'est aussi ce qui la rend vulnérable. Cette façade nord est assez représentative des désordres de l'ensemble de la cathédrale avant travaux, puisqu'on voit toutes ces traces noires sur les élévations. L'exposition aux intempéries de toutes ces pierres, qui n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques, fait que certaines, les plus tendres, se dégradent beaucoup plus vite. Le mélange de toutes ces pierres a fait que cette cathédrale a été en chantier quasiment permanent de réparation, de remplacement de pierres, pour cette raison-là. Depuis un an, une campagne de travaux est en cours pour sauver l'édifice. Laura Zilli est tailleur de pierre. Vitesse folle. Elle intervient en ce moment sur le clocher de la cathédrale. Tous les matins, on a notre 5 petites minutes de sérénité parce qu'il fait encore frais, il fait beau. La cathédrale fait 68 mètres en haut de la flèche, mais vu que le haut de la flèche est en pente, on n'a pas pu amener l'ascenseur jusque là-haut. J'avoue, c'est notre petit plaisir de la journée, la première montée. C'est ici, à plus de 50 mètres de hauteur, que Laura Zilli travaille. Elle remplace les pierres les plus endommagées par les intempéries. Ici, on a utilisé une pierre de substitution parce que la pierre d'origine n'est plus extraite. Mais c'est une pierre qui a à peu près la même couleur, à peu près la même consistance. Et donc, elle vient assez bien jouer son rôle à ce niveau-là. L'idée, c'est que les éléments nouveaux, on essaye de les fondre le plus possible dans l'existant. Il faut savoir tricher pour être un bon tailleur de pierre. Laura Zilli nous conduit à présent au sommet de la flèche. À près de 70 mètres au-dessus du sol. Là-haut se trouve une œuvre d'art d'habitude inaccessible. La croix. Elle aussi toute en pierre, elle a été transportée ici à dos d'homme. C'est incroyable de voir cet ouvrage qui n'a pas vu le sol, lui, depuis plus de 100 ans. Et de voir sur un ouvrage comme ça, malgré tout, la finesse du travail et l'attention qui a été portée au détail, parce qu'il est taillé d'un seul bloc. D'ici, la vue sur la route Napoléon est imprenable. Là, on est les plus privilégiés de la ville. C'est quand même extraordinaire d'être ici. Au loin, on voit le col Bayard, avec ce qu'on appelle ici le chapeau de Napoléon, par sa forme. On est quand même sur de la haute montagne, parce que c'est quand même dans des lieux qui méritent le respect, quoi. Donc on imagine que les gens qui sont passés par là ont vraiment dû vivre des moments intenses, physiquement et intellectuellement aussi. Autour de Gap, le relief prend de l'ampleur. La haute montagne commence. À quelques dizaines de kilomètres plus à l'est, se dresse un édifice qui témoigne de l'attachement de Napoléon Ier à cette région. À plus de 2300 mètres d'altitude,
voici le refuge du col d'Izoard. Il a été construit en 1858 grâce à un legs de Napoléon. Comme lui, 6 autres bâtisses ont été érigées sur de grands cols alpins. Il devait permettre de secourir les marcheurs et les colporteurs surpris par la neige ou la tempête. Monique Guillon est la gardienne de ce refuge. Il ferme quelques mois par an à l'automne et au printemps. Pour Monique, la saison a pris fin hier. Là, on va vérifier que tout soit bien fermé. Toujours important. Ça, on les laisse pour lorsqu'on déneige, avec la fraise, qu'on n'accroche pas les soubassements de la terrasse. Voilà. Écoute, tout va bien. Tout est bien fermé. C'est surtout quand la neige commence à venir. Une fois qu'elle est installée, c'est tranquille. Mais quand la neige commence à venir, qu'il peut y avoir encore un peu de passage, on ne sait jamais. Donc, c'est bien de venir vérifier. Depuis sa construction, le bâtiment n'a pas changé. Il a résisté aux hivers et aux intempéries. C'est un bâtiment qui est hyper solide. C'est tout en pierre, c'est merveilleux, quoi. C'est l'architecture du temps de Napoléon. On peut voir toutes ces belles pierres de marbre rose. On appelle ça du Queyras, mais qui arrive de Guillestre. Moi, je dis merci Napoléon. C'est vrai qu'à l'époque, de penser au bien-être des gens, c'est extraordinaire quand même. Hein, parce que c'était pas une grosse population, mais ouais, Napoléon l'a fait. Et c'est pas du tout stratégie militaire ni rien du tout. Hein, mais ouais, c'était quand même un sacré bonhomme. En quittant le col, Monique profite d'un dernier cadeau de la montagne. Pour moi, c'est la plus jolie période. C'est la période de repos. On ferme le refuge et on a enfin le temps de profiter un peu de la nature. C'est beaucoup plus paisible, beaucoup plus doux. Ça flamboie de tous les côtés. Voilà, moi, je trouve que c'est plein d'émotions. Et même si le printemps, tout se réveille, mais là, c'est les couleurs qui sont trop, trop belles, quoi. Eh bien, viens, mon Jure. Alors, j'ai entendu les moutons. Julien Vallet est le berger du col d'Izoard. Il se prépare lui aussi à redescendre, après une saison intense en altitude. Tant qu'ils sont là, ça rend encore la nature un peu plus vivante. Après, quand ils s'en vont, c'est un petit peu différent. Ça fait 6 ans que je suis sur l'Izoard et à chaque fois qu'on la quitte, alors on est d'un côté heureux parce qu'on est fatigué de toute la saison, de toute la pression, mais tout ce qu'on a envie, c'est de remonter en fait. Beaucoup de bergers m'avaient parlé de refuge en me disant des fois tu vas voir c'est un peu dur et tout ça. Et là bien au contraire, mais le moindre problème. J'allais voir Monique, j'avais faim, je pouvais manger, je pouvais prendre des douches, mais des douches chaudes au refuge. Vous imaginez quand on avait, je sais pas, 10-20 cm de neige, qu'on arrivait épuisé au refuge et qu'on avait un sourire magnifique, avec un accueil bienveillant et en disant tout de suite allez Julien, file à la douche. C'était le paradis pour nous. Toujours avec une assiette de repas, on repartait, mais on est reparté conquérant. On avait l'impression que c'était bon. La fatigue, elle était passée. Et ça je pense que sans le refuge, j'aurais pas pu réussir tout ce que j'ai fait ici. Chaque année, le refuge Napoléon accueille des centaines de conquérants venus défier ce grand col des Alpes. On va continuer de monter, on va voir si c'est bouché un peu plus loin. À quelques kilomètres de là, l'historien David Chanteran et le pilote Jean Cosnard continuent leur survol de la route Napoléon. Ils abordent maintenant le terrible col Bayard. 1250 mètres d'altitude, c'est le point de passage le plus élevé de la route. Il est surtout célèbre pour son climat redoutable. C'est une barrière météorologique, il y a un effet qui s'appelle l'effet de Foehn. Alors il peut faire très beau jusqu'au col Bayard, et à partir de col Bayard, on est dans la purée de pois, on est sous la pluie, sous la neige, jusque tout le reste de la France. On
On en a l'illustration aujourd'hui, là le col Bayard est sous les nuages. J'espère qu'on va pouvoir continuer plus loin, que ça ne va pas être trop pris. Et c'est fréquemment le cas. Ce que l'on voit en dessous de nous, c'est exactement les conditions dans lesquelles sont passés les soldats, c'est-à-dire une brume assez épaisse. Et surtout, il faut l'imaginer, non pas un sol verdoyant, mais à l'époque avec énormément de neige. Donc pour tous ces hommes qui avaient repris un peu de force pendant la plaine, et bien là c'est une des difficultés majeures. Il a dû en perdre quelques-uns des hommes quand même. La perte finalement n'a pas été si importante. On estime à peu près à 40 hommes qui ont été soit mis sur le flanc, soit blessés, soit bien entendu certains sont morts dans ces conditions. Mais finalement par rapport à 1000 hommes, c'était assez peu, toute proportion gardée. L'une des particularités de Napoléon, c'est de ne jamais prendre en considération les difficultés, qu'elles soient à la fois climatiques et surtout géographiques. On s'en est rendu compte au temps de la campagne de Russie, et c'est exactement ce qu'il va faire ici pour cette traversée des Alpes. En fin de matinée, dans les trouées, la route Napoléon apparaît enfin sur les pentes du col Bayard. Héloïse van der Peer et Alicia Duprat sont naturalistes au Conservatoire d'espèces naturelles. Elles ont pour mission de surveiller l'écosystème du col Bayard. Il est unique en France. La route Napoléon qui mène à leur terrain d'étude est plutôt sportive. C'est une route qui part sur le flanc de montagne, c'est une route qui monte beaucoup. On enchaîne les virages enlacés. Du coup, c'est rigolo pour les enfants. S'ils ferment les yeux, eh ben, ça fait le manège à l'arrière de la voiture. C'est une route qui est sympathique parce que paysagèrement, elle est jolie. Après, c'est vrai que souvent, en fait, on monte la route du col, on est au soleil, etc. On arrive au col et là, on se retrouve dans la brume du champ de Sort. On change de climat là, en pas beaucoup de temps. Et souvent, on perd quelques degrés, quoi. On arrive en haut, on met le pull. Les naturalistes arrivent à 1600 mètres d'altitude, sur leur première zone de suivi. D'ici, le col Bayard se révèle, façonné par les hommes. Juste devant nous, on voit des jolis carrés verts. En fait, là, c'est le plateau Bayard, on a le col. Sur la droite, on a la cuvette gapençaise. Et sinon, juste en face de nous, et là, on est sur le massif des Écrins. Le quadrillage n'est pas naturel. Il a été planté pour freiner la bise, donc le vent qui arrive du nord, nord-nord-est, qui est assez froid et qui était accusé d'assécher les prés. Et aussi pour casser l'effet vent l'hiver qui formait des grosses congères et du coup qui posait un souci au niveau de l'accès au col. Ici, la Provence rencontre les Alpes. Et c'est ce qui a donné naissance à un biotope d'exception. Le col Bayard, c'est un hotspot en termes de biodiversité. On a une richesse en espèces importante et il y a surtout des espèces qui sont là et qu'on trouve au col Bayard et pas ailleurs. Au sud, on reçoit des influences climatiques méditerranéennes. Donc on a un air plus sec, plus chaud. Donc forcément des espèces qui préfèrent ce climat plus chaud et plus sec. Par exemple, ici, on va retrouver plus facilement du chêne pubescent, comme on a là devant nous. Voilà. En mélange avec du pin sylvestre. Et dès qu'on va basculer de l'autre côté en versant nord, on va avoir des espèces qui préfèrent plus l'humidité, les zones plus fraîches. En gros, on passe de la zone provençale à la zone alpine. Grâce à ce double climat, la biodiversité est extrêmement riche. Il y a au col Bayard autant d'espèces végétales que dans tout le Royaume-Uni. C'est bien pour les papillons, un peu de soleil. Aujourd'hui,
Les scientifiques effectuent le recensement annuel de ces espèces. J'ai vu une petite libellule tout à l'heure. Ah si, là, attends. Viens là, toi. Un petit agrillon. Ouais, Centaurea. On a Dantonia alpina. Depuis plusieurs années, elle constate que la richesse de ce biotope Dantonia. ne se dément pas. Il y a Rhinanthus. En fait, le plateau Bayard, c'est un espace qui n'a pas été touché, urbanisé, modifié. Enfin, il est là tel que la nature l'a créé. En fait, l'homme n'est pas intervenu dessus. Il intervient un tout petit peu dessus via l'agriculture. Voilà. Il y a des bêtes qui pâturent, c'est tout. Si la nature est si foisonnante, c'est aussi grâce à la présence d'un milieu rare, des marécages d'altitude. Alors là, on marche dans une zone marécageuse, donc qui est formée, la végétation qui domine, c'est des carex. Et ces carex, ils forment des petites buttes qu'on appelle des touradons. Et les trous, on appelle ça des gouilles, parce qu'il y a de l'eau dedans. Donc si on ne fait pas attention, on met les pieds dans l'eau. Et si on marche tout droit sans regarder, en fait, on n'arrive pas à marcher droit et on tombe. C'est typique des marécages, en fait. Les zones humides, elles ont toujours été vues comme des zones malsaines, qui permettaient le développement de maladies. On en a perdu 50% sur les 30 dernières années. D'où le fait que ce soit très important de les préserver. Alors elles rendent service aux plantes et aux animaux qui vivent dedans, mais elles rendent aussi service aux hommes, puisqu'elles retiennent l'eau et en période de sécheresse, elles restituent de l'eau. C'est assez important, notamment en période de changement climatique. L'histoire ne dit pas si Napoléon a peiné à progresser dans ces marécages. Mais on sait qu'il vient à bout du col Bayard en quelques heures. Il entame alors son 6e jour de marche. Le cheminement est désormais plus aisé. De village en village, il traverse les régions du Champsaur et du Val-Gaudemar. Dans ces territoires reculés, le peuple français continue de plébisciter l'empereur. On va faire un large virage à droite et on va continuer à monter un peu. David Chanteran et Jean Cosnard survolent ces villages nichés sur des hauts plateaux. Alors c'est à partir de la vallée du Champsaur que Napoléon, cette fois-ci, comprend que les habitants des villages environnants l'accueillent en héros. Et à chaque fois qu'il arrive dans un village, les habitants souhaitent sonner le tocsin pour annoncer son arrivée. Et ici, de village en village, finalement, les populations vont s'enthousiasmer pour Napoléon. Les villageois quittent effectivement leurs habitations, ils laissent tout derrière eux et ils accompagnent Napoléon comme une sorte de sauveur et ils le suivent finalement jusqu'à Grenoble. Il y a aussi un phénomène de curiosité. On n'imagine pas l'empereur arriver par cette route, on n'a pas d'informations et surtout on n'imagine pas du tout qu'il va passer par ici. Et pour eux, cet homme qui est accompagné de ce 1000 hommes, c'est un héros. La route que Napoléon et les villageois ont empruntée suit désormais le cours du Drac. Quelques kilomètres plus au nord, elle croise le lac du Sautet. Au-dessus se dresse le village de Cors. David souhaite y faire étape. Le village n'a presque pas changé depuis le passage de Napoléon, le 6 mars 1815. Cors est resté vraiment dans son jus, parce que la route Napoléon, la RN 85, elle a été réalisée à l'extérieur maintenant de la ville elle-même. Donc tout ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le Cors que Napoléon a connu. On a encore des façades du XVIIe, donc on les imagine vraiment passer ici, quoi, avec les grenadiers, avec les lanciers polonais. Ils sont passés par là. C'est dans cette ancienne gendarmerie, extrêmement modeste, que Napoléon a passé la nuit.
On pourrait s'attendre à avoir un empereur qui vient dans un château. Non, lui, il est au milieu des habitants et il s'installe là et il vit comme eux, c'est-à-dire qu'il mange une omelette, il se fait couper les cheveux. Il est vraiment dans un endroit où il devient l'empereur du peuple. Il est donc ici comme chez lui. D'ailleurs, il le dira aux habitants, « Corpatu, je me sens ici comme chez moi ». Et lorsqu'il croisera les habitants, eh bien, par exemple, les vieilles dames diront « Toi, tu fais partie des nôtres. Alors peut-être qu'on te tirera les oreilles quand tu feras des erreurs, mais au moins, on peut te parler à toi, parce que tu fais partie des nôtres. » Cette proximité avec le peuple, c'est ce qui fait toute la différence entre Napoléon et Louis XVIII. Cela n'échappe pas aux caricaturistes de l'époque. Dans les journaux, Louis XVIII apparaît comme le tenant de l'ancien monde, des privilèges et de l'oisiveté. Napoléon, lui, est présenté comme travailleur. La France semble se souvenir de tout ce qu'il a légué à la nation. Louis XVIII ne fait plus le poids face à celui qui a inventé la Légion d'honneur, créé le Code civil, modernisé la France. Au bord de la route Napoléon, une ancienne cité minière doit beaucoup à la politique de modernisation de l'empereur. La Mure. Depuis le Moyen-Âge, la cité est connue pour produire l'un des meilleurs charbons de France. Cet or noir, on allait le chercher dans ces montagnes, de manière totalement anarchique, jusqu'à ce que Napoléon s'en mêle. En 1806, il crée le droit du sol et du sous-sol. Cela permet la naissance de concessions et le début d'une véritable industrie minière. La production explose. Pour transporter tout ce charbon, 75 ans plus tard, débute la construction de l'une des voies de chemin de fer les plus spectaculaires de France. Pour cela, il faut creuser la montagne. Les ponts et chaussées font parfois appel à l'artillerie militaire pour créer des brèches dans la roche. Puis, encordés tels des alpinistes, les ouvriers connectent les vallées avec des ouvrages d'art vertigineux. La ligne est mise en service en 1888. Son tracé frôle le vide et traverse des paysages somptueux. Aujourd'hui encore, les rails de cette voie historique s'accrochent aux falaises. Les ouvrages d'art témoignent de cette prouesse d'ingénierie. Depuis la fermeture de la mine dans les années 70, la ligne s'est peu à peu endormie. Bientôt, elle va reprendre du service. Grâce à Bruno Gruau et ses équipes. Il est le maître d'œuvre d'un projet un peu fou. Faire renaître cette ligne. Là, je marche sur un pont qui est monté sur des piliers, bien sûr, hein, donc des piliers en pierre naturelle. Jusqu'au tunnel, là-bas, on a un ensemble d'ouvrages qui est construit à peu près sur les mêmes principes. Hein. Aujourd'hui, on ne saurait faire mieux. Il n'y avait pas d'engin comme il existe aujourd'hui spécifique pour travailler dans la montagne. C'était un travail manuel, principalement, pioche. Hein, voilà, donc travail titanesque quand même assez, hein, avec des moyens peu orthodoxes aujourd'hui qui seraient certainement interdits. Des échafaudages en bois, des choses comme ça. Les gens travaillaient en parfaite insécurité. C'est un travail qui demande du respect. Quand les rails ne sont pas accrochés à la falaise, ils la transpercent littéralement.
18 tunnels, qui impressionnent encore l'ingénieur d'aujourd'hui. Alors celui-ci doit faire dans les 100 mètres de long. À cette époque, vous doutez bien que pas de machine, donc explosif. Donc ça, c'est une trace de percement dans lesquelles on a introduit la mine, la poudre, certainement à l'époque, et donc avec lequel on a fait exploser la montagne. Voilà. Et donc tous ces pans de montagne sont partis avec ce procédé-là. C'est une technique assez simple qui a demandé beaucoup d'efforts humains et beaucoup de travail. Donc il y a des gros travaux qui sont prévus dans les tunnels. On va remettre, je dirais, tous ces ouvrages dans leur origine. Aujourd'hui, Bruno Gruau arpente cette voie pour identifier les dégâts et préparer le futur chantier de restauration. Le principal souci, c'est cet éboulement. La montagne a mis fin à l'exploitation. Il n'y a plus de trains qui circulent depuis 2010, depuis l'époque de l'éboulement. Donc on est sur un site où la nature commence à reprendre sa place. Donc on va essayer de remettre tout ça en état. On va enlever toute la végétation qui a tendance à détruire ces ouvrages par le système racinaire. La nature reprend ses droits et nous voyons aussi quelquefois du gibier, des animaux sauvages qu'on n'a pas coutume de voir dans notre nature et dans nos villes aujourd'hui. On a vu l'autre jour un blaireau qui était là, stationné, qui nous observait, comme s'il avait plus l'habitude de voir des êtres humains. Voilà. C'est plein d'émotions. La ligne rouvrira en 2020, avec une nouvelle plateforme qui offrira un point de vue inédit sur le barrage de Monténard et les gorges du Drac. C'est la finalité du voyage, de notre voyage, où l'on découvre toute cette beauté du lac. On a ce spectacle-là de la nature. Tu vas me lasser du tout de la vue. C'est un charme perpétuel. Voilà. On est toujours ébahi de voir cette couleur turquoise de l'eau du lac. Cet ensemble, cette nature, cette roche qui a été travaillée. Ça nous permet d'avoir un balcon merveilleux, un point de vue formidable. Au nord de la Mure, l'historien et son pilote longent à présent des lacs glaciaires, eux aussi aux eaux turquoises. Les lacs de Petit-Chay, de Pierre-Châtel et de Laffray. Pour Napoléon, l'aventure a failli s'arrêter ici. Pour la première fois depuis son départ de l'île d'Elbe, il croise physiquement son ennemi. Ce 7 mars 1815, le général Lessard, à la tête de troupes royalistes, quitte Grenoble. Il a ordre de barrer la route à l'empereur et aux milliers de villageois qui le suivent. Au nord du lac de Laffray, Napoléon réagit en fin stratège. Lui qui jusque-là voyageait incognito, revêt son uniforme de général. Il s'avance main nue vers les soldats qui le tiennent en joue, ouvre sa redingote et déclame « S'il en est un qui veut tuer son empereur, me voici ». Devant un tel acte de courage, les soldats de Lessard baissent leurs armes et fraternisent avec les troupes napoléoniennes. Aujourd'hui, le lieu de ce face-à-face s'appelle la Prairie de la Rencontre, en souvenir de ce coup de théâtre magistral. L'idée de Napoléon, c'est une idée d'un homme de communication.
Il sait qu'avec sa seule présence, son bicorne et surtout son uniforme immédiatement reconnaissable, il sait qu'il ne pourra jamais être affronté directement par les troupes et qu'aucun homme qui a servi sous ses ordres n'osera tirer sur son empereur. Donc les fusils vont se baisser et Napoléon va avoir donc la route ouverte devant lui. Les soldats du 7e de ligne et du 5e qui viennent de l'affronter là vont donc maintenant le porter en triomphe vers Grenoble. Après Laffray, la route Napoléon redescend désormais en plaine. Elle longe un joyau de la Renaissance, le château de Vizire. Napoléon passe à côté sans s'arrêter. Car le soir du 7 mars, son objectif, c'est Grenoble. Avec le ralliement de l'armée et des milliers de villageois qui l'accompagnent, Napoléon part conquérir cette métropole. Si elle tombe, cela fera vaciller Louis XVIII. Quand il arrive, les portes de la ville sont closes. Mais ici aussi, la population l'accueille en sauveur. Dans les rues, il déclare « Avant Grenoble, j'étais aventurier. Après, je suis devenu prince. » Aujourd'hui, la route Napoléon s'achève dans cette ville, capitale des Alpes. Nichée au creux des massifs du Vercors, de la Chartreuse et de Belledonne. Dans le centre de la ville, une auberge garde le souvenir du passage de l'empereur. À l'hôtel des Trois Dauphins, pendant 3 jours, il met au point son retour au pouvoir. L'établissement porte aujourd'hui son nom. Et sa décoration lui rend hommage. Certaines références sont évidentes. D'autres plus subtiles, comme ces cerises de la variété Napoléon. T'as des champignons de Paris? Ouais. Frédéric Cabi est le propriétaire de l'auberge Napoléon. Tiens, tu m'en mets un sac, oui. Depuis 32 ans. Un petit peu. Ah, puis il y a une tête d'ail. C'est de l'ail frais? Ouais, ail frais. Il y a des tas de gens qui viennent au restaurant parce que c'est l'étape de Napoléon en 1815. Il y a beaucoup de Japonais parce que c'est un empereur et pour eux, l'empereur, c'est terrible. Et il y a même des gens qui font la route Napoléon de Golfe-Juan à Grenoble et qui veulent manger là. Des Belges, l'autre jour, j'ai eu des Américains qui avaient fait le voyage. Eh bonjour. Bonjour, monsieur Cabi. Comment ça va? Bien, et vous? Dans l'assiette, Frédéric Cabi propose aussi de retrouver Napoléon. Je t'ai pris les oignons frais que tu m'as demandé. Merci. Oignons frais, navets, carottes et écrevisses pour concocter un poulet marengo. Voilà, donc côté peau dans de l'huile d'olive, hein, puisque c'était en Italie. Donc, De l'huile d'olive en souvenir de l'Italie, où se trouve la ville de Marengo. Marengo, c'était une victoire et après la bataille, Napoléon a dit Dunant, son cuisinier, il faut faire à manger. Et ils n'avaient rien, donc Dunant a fait le tour de la campagne. Il a ramené du poulet, des écrevisses, enfin tout ce qu'il y a dans la recette. Il a mélangé tout ça et Napoléon a adoré. Et il a dit, nous l'appellerons le poulet Marengo. L'histoire dit que Napoléon a adoré. Napoléon n'était pas un gastronome. Quand on pense un peu à ses activités et tout ce qu'il faisait sur une journée, une nuit, il n'y avait pas le temps pour rester à table. Il faut voir quand il bossait. Il dictait 3 lettres en même temps, il lisait 6 livres en même temps, il faisait tout à la fois. Et donc, je pense qu'il devait manger pareil sur le coin du bureau, un truc vite fait. C'est un peu audacieux pour les écrevisses, non?
Pas forcément, parce qu'en réalité, il y a des plats traditionnels, notamment en Espagne, la paella, où ils mélangent la viande et le poisson. Et en fait, comme l'écrevisse, on trouve ça en rivière, on trouvait ça dans les campagnes en réalité, donc là où il y avait les poulets. Donc, généralement, les produits d'un même terroir s'associent bien. Donc, en tout cas, ça fonctionne. Et voilà, on enlève. Ce soir, la table de Frédéric Cabi accueille 2 couples qui viennent de remonter la route Napoléon. Ils sont ici comme un pèlerinage. On y mange bien, c'est agréable et on sent un peu une partie de l'histoire ici. Alors nous, l'histoire, on la connaît pas dans tous les détails, mais c'est vrai qu'en cet été, en faisant la route Napoléon du début jusqu'à sa fin, ça nous a permis de se pencher un peu sur l'histoire de cette route et de venir clore un peu ce voyage dans ce restaurant, et c'est une bonne expérience qu'on fait. Vous aimez Napoléon ou... C'est quand même quelqu'un qui se proclame, autoproclame empereur. Je ne sais pas si on peut dire qu'on aime Napoléon. En tout cas, c'est un personnage important de l'histoire de France de manière générale. C'était un grand conquérant. Il a fait de grandes choses. De là à dire qu'on l'aime, peut-être pas jusque-là. Non. Napoléon, ça fait partie de la France. On peut pas. Je veux dire, quand on va à l'étranger, qu'on dit qu'on est français, automatiquement, il y a une référence à Napoléon. Que les gens l'aiment ou ne l'aiment pas, d'ailleurs. Mais Napoléon, c'est la France aussi. C'est comme les grands rois, c'est comme Louis XIV, c'est comme Louis XVI. Voilà, c'est Napoléon. Il a fait partie de l'histoire de France, c'est un grand homme de l'histoire de France. Parce que Napoléon enthousiasme autant qu'il divise, Frédéric a soigneusement choisi le portrait qui trône dans l'entrée du restaurant. Ça, je l'ai tout de suite mis parce que ceux qui n'aiment pas Napoléon disent il est pas brillant, le gars, là-dessus. Et ceux qui aiment bien, ils se regardent comme il souffrait. Au fur et à mesure des années de service, le restaurateur a fini par choisir son camp. Quand on a repris cette affaire avec ma femme, on ne savait rien sur Napoléon. Enfin, on savait ce qu'on apprend vite fait à l'école et ce qu'on retient. Donc je me suis cultivé à ce niveau-là, et quand même, quel bonhomme. On lui reproche les guerres, les morts, mais hormis ça, c'est lui qui a créé le Code Napoléon, c'est lui qui a fait les universités, c'est des tas et des tas de choses. Il n'y a qu'à voir comment ces soldats l'aimaient, c'était un meneur d'hommes. C'est un type qui a tiré les foules. Après Grenoble, celui qui a traversé la Provence, puis les Alpes à pied, voyage désormais en calèche. Ce n'est plus un homme lancé à la reconquête du pouvoir. C'est désormais l'empereur qui regagne sa capitale. Ce voyage va durer 11 jours, car il prend le temps d'asseoir son autorité. À Lyon, il provoque les royalistes, en passant ses hommes en revue comme un chef d'État, sur la place Bellecour. Cette place, dont il a façonné l'architecture au temps de sa gloire. Puis la colonne quitte Lyon, en direction de la Bourgogne. Napoléon bénéficie d'un nouveau ralliement inattendu. Le maréchal Ney. Il avait pourtant promis à Louis XVIII de ramener Napoléon dans une cage de fer. Mais il change d'avis. L'aigle vole de clocher en clocher. La colonne atteint le sud de Paris, le 19 mars. Ce jour-là, Louis XVIII prend la fuite. Le lendemain, Napoléon arrive aux Tuileries. La foule le porte en triomphe. Mais l'euphorie sera de courte durée. 100 jours plus tard, c'est la défaite de Waterloo. En 4 jours, Napoléon perd 11 500 soldats, auxquels s'ajoutent
33 900 blessés. L'Aigle est à nouveau contraint à l'exil. L'épopée napoléonienne est définitivement révolue.